collègue va appuyer tout de suite. C'est bon, vous pouvez y aller. Il faudra signer Oui, monsieur. Ok, parfait. Messieurs, bonjour. Chers collègues, bonjour. Nous ouvrons donc notre cycle d'audition consacré aux hypothèses économiques et sociales qui ont justifié le lancement de l'autoroute A69. Je souhaite donc la bienvenue à monsieur Nicolas Riedinger. Alors peut-être que j'écorche votre... Pardon ? Riedinger, autant pour moi. Directeur du développement durable et du numérique de France Stratégie, ainsi qu'aux 3 rédacteurs de la contre-expertise du Commissariat général à l'investissement sur l'évaluation sociale et économique de la 69, monsieur Jisang Ni. Jingcheng Ni. Je ne vous garantis pas de ne pas écorcher à nouveau votre nom, vous ne m'en voudrez pas. Actuellement, donc, vous êtes économiste à France Stratégie. Monsieur Vincent Marcus, donc, qui est chef du service de la statistique et de la prospective du ministère de l'Agriculture. Bonjour. Et monsieur Alexandre Béhéret, directeur général du cabinet de consultants Explain. Bonjour. Messieurs, bonjour. Messieurs, donc, je vous remercie de venir devant notre commission cet après-midi. L'audition de cet après-midi donc, a un double objet que le questionnaire de Madame la rapporteure a mis en lumière. D'une part, le rôle structurant d'une autoroute pour l'aménagement du territoire et les critères que justifient que l'État lance un tel équipement, et d'autre part, les analyses que vous avez émises en 2016 dans votre étude de contre-expertise. Cette étude dont le gouvernement nous a donné copie a été transmise à nos collègues. Je rappelle que cette étude était prévue par la loi. En effet, l'article 17 de la loi de programmation des finances publiques du 31 décembre 2012 a instauré l'obligation d'évaluation socio-économique des projets d'investissement et sa contre-expertise, indépendante et préalable au-delà d'un certain niveau de financement public. Le décret numéro 2013-1211 relatif à la procédure d'évaluation des investissements publics a précisé en particulier le cahier des charges du dossier d'évaluation socio-économique à constituer, le seuil au-delà duquel la contre-expertise est obligatoire et les modalités de son organisation. C'est le Commissariat général à l'investissement qui a été chargé de cette étude. Cet organisme a été remplacé par le secrétariat général pour l'investissement. Je ne serai pas plus long, malgré tout, pour vous confirmer quand même que nous sommes dans le cadre d'une commission d'enquête et que sur ces sujets-là, nous avons une décision qui a été rendue par le Conseil d'État qui s'est prononcé sur un certain nombre de dispositifs, qui a déclaré de manière définitive le projet d'utilité publique. Et donc j'apprécierais évidemment que chacun d'entre vous, peut-être à la lumière de ce qui a été rendu, des motivations qui ont été rendues par le Conseil d'État, nous livre son sentiment. Je me permets de vous rappeler, messieurs, que cette audition est publique et qu'elle est retransmise donc sur le portail de l'Assemblée nationale. Et enfin, vous dire que nous devons souscrire, vous devez souscrire, en application de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, à le fait que vous devez prêter serment. Donc je vais vous demander chacun de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité, et de le dire, je le jure. Dans l'ordre, monsieur Riedinger. Monsieur Ni, monsieur Marcus, et enfin monsieur Béhéret. Je vous remercie, messieurs. Sans plus attendre, je vais donner la parole à madame la rapporteure Arrigui, en vous rappelant néanmoins, et nous en sommes vraiment désolés, que nous avons en l'instant dans l'hémicycle un projet de loi qui revient en lecture à la suite d'une commission mixte paritaire, qui fait l'objet d'amendements de suppression et qui fait également l'objet d'un vote solennel. Et donc il est fort probable que j'interrompe notre audition pour permettre à l'ensemble des collègues ici présents de pouvoir aller voter dans l'hémicycle. Je vous prie de nous en excuser au préalable. Merci. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et tous. Bonjour à Monsieur Riedinger, Monsieur Ni, Marcus et Béhéret, parce qu'il y a presque plus de mal à dire le Héret que les autres, de venir devant notre commission d'enquête. Alors, nous abordons avec vous un cycle d'audition qui doit nous permettre d'évaluer les hypothèses socio-économiques qui nous sous-tendent le lancement de l'autoroute A69. L'enquête préalable à la DUP s'est déroulée du 5 décembre 2016 au 23 janvier 2017. Elle a donné lieu à la publication d'un rapport d'enquête et nous nous intéresserons plus particulièrement à la pièce G de ce dossier sur l'évaluation économique et sociale du projet. Cette évaluation était une obligation prévue par la loi. Dans son ancienne rédaction, l'article L. 1511-1 du Code des transports prévoyait, je cite, « les choix relatifs aux infrastructures, aux équipements et au matériel de transport dont la réalisation repose
en totalité ou en partie sur un financement public, sont fondés sur l'efficacité économique et sociale de l'opération. Ils tiennent compte des besoins des usagers, des impératifs de sécurité et de protection de l'environnement, des objectifs de la politique d'aménagement du territoire, des nécessités de la défense, de l'évolution prévisible des flux de transport nationaux et internationaux, du coût financier et plus généralement des coûts économiques réels et des coûts sociaux, notamment ceux résultant des atteintes à l'environnement. Alors, comme l'a indiqué notre président, une contre-expertise était donc prévue par la loi du 31 décembre 2012 et par le décret numéro 2013-2111 du 23 décembre 2013, relatif à la procédure d'évaluation des investissements publics. C'est dans ce cadre que vous êtes intervenus. L'évaluation économique et sociale du projet forme un document d'une centaine de pages qui analyse les dynamiques démographiques et économiques du territoire desservi par l'autoroute, avant d'examiner les hypothèses de transport et de justifier les choix de l'A69. Alors, un premier point, au-delà du questionnaire que je vous ai envoyé, un premier point m'a marqué à la lecture de ce document. L'enclavement supposé de Castres n'apparaît pas comme un élément ou un facteur déterminant sur lequel s'est fondée l'évaluation. Les apports de l'autoroute à l'économie locale sont précisés, mais l'argument principal qui formait la genèse de cette infrastructure, maintes fois avancée par les élus locaux et par l'État, bien que lors de l'audition, M. Balderelli nous ait expliqué que la question d'enclavement n'était pas et ne relevait pas des normes applicables ou des critères applicables par rapport à la décision d'une autoroute, elle n'apparaît pas pour de votre part comme sa justification centrale. Alors pouvez-vous me confirmer ou infirmer ce point ? À ce stade, j'entends de la présente audition également un autre élément qui s'ajoute à mes questions et qui s'adresse plus particulièrement à vous, Monsieur Ridinger. Conduirait-on aujourd'hui l'étude de l'A69 de la même manière qu'à l'époque ? Déjà, en 2016, vous aviez conclu de toute évidence, mais vous le préciserez à certains éléments qui étaient de nature à remettre en question la façon dont cela avait été conduit à l'époque. Est-ce que les objectifs de la stratégie nationale bas carbone ne conduiraient-elles pas à accorder une plus grande place au transport en commun, bus ou train, et des conséquences du report modal de la route vers le train, mieux écologique et financier ? Et également, est-ce que la prise en compte d'une valeur temps aurait la même importance que celle qu'elle a, mais sur ces points, à la fois sur les reports modaux, sur la question du trafic et sur la question du valeur temps, cela fera partie de questions complémentaires que je vous poserai ultérieurement. Alors, je vous ai envoyé un questionnaire. Comme chaque fois, ce questionnaire a été diffusé à l'ensemble des membres du groupe, puisque je tiens à ce qu'il y ait évidemment une complète transparence à l'ensemble des travaux de la commission d'enquête, qui a une valeur également démocratique. Et donc, si vous le voulez bien, vous pouvez suivre le fil des questionnaires, des questions qui sont évoquées dans le questionnaire. Et puis ensuite, chacun des députés ici présents et moi-même vous poserons des questions complémentaires sur des points, en particulier pour ce qui me concerne, la question justement de désenclavement, de développement et des éléments de nature sociale et économique qui ont fondé ce dossier. Je vous remercie et sans plus attendre, je vous passe la parole à celui qui voudra bien la prendre en premier, celui qui se jette. Allez. C'est moi qui vais vous la donner, donc dans l'ordre qu'il vous plaira. Commission d'enquête. Alors, si vous permettez, je vais commencer par un propos introductif, à la fois sur le cadre, le contenu et les principes de l'évaluation socio-économique, et je reviendrai aussi sur le rôle de France Stratégie dans cette procédure. Donc, l'évaluation socio-économique d'un projet d'investissement public qui vise fondamentalement à mettre en regard les avantages, les inconvénients d'un projet, donc à des origines très, très anciennes, puisqu'on l'a fait en général remonter au 19e siècle avec les travaux de l'ingénieur des ponts Chaussée, M. Jules Dupuis. Donc, plus près de nous, donc l'évaluation socio-économique a été rendue obligatoire pour les infrastructures de transport par la loi au titre 82, puis, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, par la loi de programmation des finances publiques de 2012, avec effectivement un seuil au-delà duquel l'évaluation est obligatoire et un deuxième seuil au-delà duquel la contre-expertise l'est. Et c'est le secrétariat général pour l'investissement, donc la SGPI, anciennement le commissariat général à l'investissement, le CGI, donc qui est chargé de faire réaliser cette contre-expertise, donc en désignant des experts qui interviennent intuitu personae, le SGPI rendant ensuite un avis sur chaque projet sur la base de cette contre-expertise. Donc je précise pour que les rôles des uns et des autres, ainsi que les responsabilités soient parfaitement clairs, que
que bien que M. Jin Chengli, donc ici présent, qui est un agent de France Stratégie, ait participé à la contre-expertise, cette dernière n'engage pas pour autant France Stratégie, puisque M. Jin Chengli est intervenu intuité personnel. Donc là, en revanche, où France Stratégie joue un rôle, c'est plutôt en amont dans la définition de la méthodologie d'évaluation socio-économique, mission historique et héritée du Commissariat général au plan. Et donc, pour l'assister dans cette mission, France Stratégie a installé en 2017, conjointement avec le SGPI, un comité d'experts des méthodes d'évaluation socio-économique des projets d'investissement public. Et France Stratégie a publié, notamment sous l'autorité de ce comité, un guide d'évaluation socio-économique que j'ai ici, dont la dernière édition date de 2023. Donc guide qui peut ensuite être précisé par des instructions des différents ministères, et c'est le cas notamment du ministère des Transports, qui publie sur son site des fiches outils donc à destination des porteurs de projets pour les assister dans leur évaluation socio-économique. Donc après cette présentation rapide du cadre institutionnel, donc quelques mots sur l'évaluation socio-économique elle-même. Donc je rappelle qu'au terme du décret précédemment mentionné de 2013, le dossier d'évaluation socio-économique doit comporter notamment l'exposé détaillé du projet d'investissement, les variantes alternatives au projet d'investissement, les principales données sur son dimensionnement et son calendrier prévisionnel, des indicateurs socio-économiques pertinents, des indicateurs de performance au regard des politiques publiques, une analyse comparée des modes de financement, les avis requis par la loi et les règlements, une cartographie des risques. Donc on voit bien que l'évaluation socio-économique ne se réduit pas au calcul d'une valeur actualisée nette socio-économique, même si cet indicateur est effectivement un indicateur central de cette évaluation. Donc cette vanne socio-économique, elle vise à synthétiser le bilan socio-économique du projet. Elle est obtenue simplement en faisant la différence entre les avantages actualisés apportés par le projet et ses coûts actualisés. Donc avantages et coûts appréciés du point de vue de la collectivité dans son ensemble, ce qui différencie notamment une analyse socio-économique d'une analyse financière. Donc l'analyse socio-économique intègre ainsi non seulement des effets dits marchands et financiers, notamment les coûts d'investissement, du côté des coûts et du côté des bénéfices, les recettes pour l'exploitant de l'infrastructure, mais aussi des effets qui sont dits non marchands et donc qui ont vocation à être monétarisés à l'aide de valeurs de référence qu'on appelle aussi des valeurs tutélaires. Et par exemple, les gains de temps, qui sont un des principaux avantages apportés par une infrastructure de transport, sont ainsi valorisés en multipliant le nombre d'heures gagnées par la valeur estimée de l'heure gagnée, qui est définie dans le guide de l'évaluation socio-économique. Des valeurs tutélaires existent également pour monétariser les émissions de CO2, la pollution atmosphérique locale, le bruit ou le nombre de vies sauvées, par exemple. Donc le comité d'experts que je mentionnais précédemment est amené à réexaminer régulièrement ces valeurs, et il a de fait révisé certaines d'entre elles donc depuis la date de réalisation de la contre-expertise, ce qui fait, pour vous répondre rapidement, Madame la rapporteure, que si l'évaluation socio-économique était refaite aujourd'hui, elle donnerait certainement un résultat un peu différent de ce qu'elle a donné à l'époque, mais sans que le sens de la révision soit complètement évident. Mais je pourrais évidemment préciser si vous avez des interrogations à ce sujet-là. Et une des valeurs notamment qui a été révisée est ce qu'on appelle la valeur d'action pour le climat, qui est la valeur tutélaire du carbone, donc en lien notamment avec les objectifs de la SNBC que vous évoquiez également. Donc pour terminer, j'indiquerai aussi qu'une des limites de cet indicateur de vanne socio-économique est évidemment que tous les effets ne sont pas monétarisables. Et par exemple, l'état des connaissances scientifiques ne permet pas aujourd'hui de mettre une valeur sur les effets sur la biodiversité ou sur l'artificialisation. Mais néanmoins, ce qui est important de souligner, c'est que le fait qu'un effet ne soit pas monétarisable ne signifie pas qu'il soit ignoré dans l'évaluation socio-économique, puisque ce qui est clairement dit dans le guide d'évaluation socio-économique est qu'il importe que le porteur de projet documente autant que possible cet effet de manière soit quantitative, soit qualitative, quand il est même impossible de le quantifier, de telle sorte à compléter l'information qui est fournie par cet indicateur synthétique de vanne socio-économique et ainsi permettre une décision aussi éclairée que possible. Je vous remercie. Merci. Merci, monsieur. En suivant, peut-être dans l'ordre qui vous plaira. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, messieurs les députés, donc moi j'ai été mobilisé en tant que contre-expert, notamment pour mon expérience en matière de prévision de trafic et d'évaluation socio-économique issue de mon parcours professionnel, puisque je continue à exercer dans un bureau d'études Explain spécialisé en planification des transports.
Alors, Madame la rapporteure, vous posiez une question sur la façon dont les gains de temps ont été calculés. Et nous avions effectivement mentionné dans la contre-expertise une probable surestimation de ces gains de temps. Et comme l'a expliqué Monsieur Ridinger, effectivement, les gains de temps et leur valorisation sont un des postes principaux dans le cadre du calcul socio-économique d'un projet de transport. Alors, en fait, le gain de temps se calcule, comme c'est un bilan socio-économique, par différence entre une situation de projet avec l'autoroute et une situation de référence ou dite contrefactuelle, qui serait la situation la plus probable en cas de non-réalisation du projet. Donc, nous avons expertisé les hypothèses qui ont été prises en compte pour déterminer ces gains de temps. Il s'avère que les gains de temps en situation de projet, donc avec l'autoroute, considérant qu'effectivement, grâce à l'autoroute, il n'y aurait plus de problématique de congestion, étaient correctement calculés et permettaient effectivement d'avoir un temps de parcours entre la barrière d'Union et la rocade de Castres d'à peu près 33 minutes. Nous avons également expertisé de quelle manière les temps de parcours en situation de référence ont été calculés. Et là, nous avons identifié qu'il y avait une différence assez notable entre le vécu, donc la situation en 2014 des temps de parcours entre Castres et Union, et effectivement les hypothèses qui ont été retenues. En l'occurrence, effectivement, un écart de l'ordre de 15 minutes a été identifié. Et les différents échanges qu'on a pu avoir avec le porteur de projet et ses services n'ont pas pu, effectivement, n'ont pas permis de nous convaincre du bien fondé de cette hypothèse qui, pour nous, reste effectivement une hypothèse plutôt de surestimation des gains de temps. En pratique, nous avons convergé vers une hypothèse de gain de temps qui serait plutôt autour de 20 minutes en fait, sur ce projet-là. Voilà, donc en fait, ce que nous avons pu identifier comme difficulté, c'est effectivement une hypothèse de croissance des conditions de la congestion, notamment en entrée de Castres, qui était basée sur non pas des observations, mais plutôt des hypothèses de croissance du trafic sensiblement, là aussi, surestimées. Et notamment avec des taux de croissance qui étaient basés sur des hypothèses de croissance à la fois du PIB et également du trafic un petit peu obsolètes et qui amenaient effectivement à se retrouver en situation 2024 avec des niveaux de trafic qui amènent de la congestion mais qui effectivement paraissaient surestimés. Et d'ailleurs, les observations en termes de comptage aujourd'hui ne viennent pas confirmer cette hausse forte de trafic. Voilà, alors toujours un petit peu sur le même sujet, vous posiez la question, est-ce que finalement ces surestimations des gains de temps est récurrente dans les projets autoroutiers ? Alors, en fait, on peut avoir un retour d'expérience, vous le savez, sur les questions d'hypothèses et de rentabilité socio-économique pour les projets autoroutiers grâce aux bilans LOTI qui sont organisés 5 ans après la mise en service. Un rapide tour d'horizon des bilans LOTI sur des autoroutes récentes. On peut parler de relativement récentes, on va dire. On peut parler de la 88 entre Falaise et Sées en Normandie, la 65 entre Pau et Langon, ou encore la 89 entre la Tour de Salvigny ou Balbigny, pardon. La 66 entre Toulouse et Pamiers montre non pas systématiquement une surestimation des gains de temps, mais en revanche une forte tendance à la surestimation des trafics ex ante. Alors, en fait, les raisons pour ces surestimations des trafics, la plupart du temps, ne proviennent pas d'une surestimation des gains de temps. Par contre, on a effectivement, quand on regarde effectivement ces différents bilans LOTI, on s'aperçoit que les raisons principales sont souvent une surestimation de la part de marché de l'autoroute face aux itinéraires concurrents, qui sont là assez souvent liés à des hypothèses de propension à payer le péage qui sont trop optimistes par rapport
par rapport aux capacités, effectivement, simplement par rapport aux revenus des ménages locaux qui sont directement concernés par le projet. Assez souvent, on observe également des hypothèses de croissance de trafic en situation de référence qui sont trop optimistes, qui sont basées sur des tendances à l'augmentation d'une mobilité générale qui, l'observation le montre, s'est fortement estompée depuis une quinzaine d'années. Voilà, donc pour en revenir au projet A65, on a quand même un certain nombre de faisceaux convergents pour 69, pardon. Il y a de nombreux faisceaux convergents pour anticiper une surestimation du trafic. Donc je viens confirmer finalement ce que nous avions en tant que techniciens identifié en 2016. Donc des gains de temps surestimés, des hypothèses de croissance qui sont fortes et par ailleurs sont décorrélées, on l'a montré, par rapport à la dynamique démographique locale qui reste quand même assez modeste. Et par ailleurs, on a également identifié une non prise en compte des revenus des ménages locaux qui sont assez sensiblement en dessous de la moyenne. Et donc probablement avec un consentement à payer le péage qui, tel que pris en compte dans les modélisations, qui est probablement trop optimiste. Merci, monsieur Denis. Bon, d'accord. Je crois qu'on suit plus ou moins le fil du questionnaire, donc c'était un petit peu réparti. Peut-être juste pour me présenter, donc vous m'avez présenté, moi je suis responsable du service statistique. À l'époque, j'étais déjà au ministère de l'Agriculture sur un autre poste. J'étais intervenu en tant que contre-expert à l'époque, en tant qu'économiste tout simplement. J'avais eu une expérience sur une contre-expertise aussi sur un projet totalement différent, qui était un projet de satellite pour mesurer les émissions de CO2. Et peut-être pour, disons, mon regard un peu environnementaux, on va dire, sur ces problématiques-là, puisque j'avais également travaillé au ministère de l'écologie. Et bon, il va sans dire qu'évidemment, si je prends la parole ici, c'est à titre personnel et pas au titre de mes fonctions actuelles ou passées dans les ministères. Peut-être deux choses. Nicolas a dit beaucoup de choses. Donc, sur les aspects environnementaux en tant que tels, donc vous avez vu qu'effectivement, l'essentiel des effets qui sont pris en compte et qui sont valorisés, et donc qui de fait quand même sont dans la vanne, c'est essentiellement des effets liés au CO2 et liés à la pollution de l'air. Sur cet aspect-là, je ne sais pas si je réponds tout de suite, mais il y a effectivement, si on refaisait l'exercice, il y a des effets qui jouent un peu dans plusieurs sens. Ce qui est sûr, c'est que le renforcement des objectifs climatiques et la révision de la valeur de la valeur de l'action pour le climat qui s'en est suivie en 2019 conduirait à effet CO2 identique, conduirait à augmenter les coûts associés à ces émissions de CO2 supplémentaires. Par ailleurs, il y a d'autres effets qui peuvent aussi être pris en compte si on introduit des perspectives d'électrification et de défossilisation du parc roulant qui, du coup, viennent atténuer, là, pour le coup, ça joue plutôt dans l'autre sens, des effets de CO2 supplémentaires. Si demain, toutes les voitures sont électriques, il y a moins de sujets, il y a moins de coûts de CO2, finalement, à valoriser. Comme l'a dit Nicolas, mais je le rappelle quand même, les effets proprement biodiversité, ou en tout cas perte de services, pour le dire de manière un petit peu plus générale, perte de services écosystémiques, ou en tout cas perte de services liés à la destruction des espaces naturels qu'engendre forcément un projet, ne sont pas quantifiés, ne sont pas monétarisés. Alors, faute d'avoir des valeurs, disons, solides ou clairement établies, faute aussi, par souci aussi de robustesse, c'est-à-dire que parfois le mieux peut être un peu l'ennemi du bien, c'est-à-dire que ça pourrait être aussi un peu trompeur de forcer finalement une valorisation de ces effets un petit peu à minima ou un petit peu au forceps, en donnant l'impression finalement qu'on a bien pris en compte toute la valeur des pertes associées à ces services, alors que ce n'est pas le cas et qu'on sait le faire que de manière très, très partielle. Peut-être voilà sur ces aspects-là. Peut-être aussi, si je reprends aussi le fil de votre questionnaire, pour repréciser peut-être le cadre de l'exercice dans lequel nous on travaille, pour mémoire, donc la contre-expertise intervient, comme son nom l'indique, en contre-expertise d'une évaluation socio-économique d'un projet donné réalisé par le maître d'ouvrage. Et j'ai envie de dire, c'est déjà beaucoup, mais c'est tout.
Et en particulier, la question de l'examen ou de l'évaluation socio-économique de projets alternatifs et pas clairement dans le spectre de la contre-expertise. Alors, on l'a évoqué un petit peu autour, ou en tout cas, ou indirectement en challengeant un petit peu les scénarios de référence ou le scénario contrefactuel contre lequel était comparé le projet. Mais voilà, il y a de fait évidemment des alternatives qui ont été envisagées par le passé, qui auraient pu être envisagées, mais qui n'ont pas été formellement soumises à une évaluation socio-économique. L'aménagement sur place de la RN 126, bien sûr, ou des aménagements plus partiels, en particulier. Pardon ? Oui. Ou les aménagements partiels et ponctuels de l'entrée sur Castres, puisque la contre-expertise avait notamment souligné que finalement les gains de temps apportés étaient fortement concentré sur cette petite section du trajet et que un aménagement localisé sur cette section-là aurait pu déjà apporter peut-être des gains suffisants et peut-être avec des ratios socio-économiques meilleurs, notamment en termes d'euros, de bénéfices par euro public investi. Bien sûr. Ok. Je suis Chin. Donc, j'ai travaillé à France Stratégie, mais je vais répondre aux questions en tant qu'expert, en tant que contre-expert pour ce dossier. Alors, vous avez posé une question sur la vanne globale de 91 millions d'euros. Est-ce que ce montant est faible ou pas? Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que pour ce projet-là en question, donc, par rapport au dossier de projet, ce montant est quand même très fragile face aux risques systémiques ou face aux nouvelles hypothèses qu'on pourrait donc qualifier un peu plus faibles depuis 2016. Voilà, donc cette fragilité pourrait voilà, donc surtout compte tenu des hypothèses voilà, qui ont été un peu optimistes dans le dossier. Alors pour la partie, donc, la vanne donc, globale, hein, comme on dit, c'est quand même les trois postes les plus importants, c'est le gain de temps, le gain de confort lié à l'autoroute et le gain en sécurité. Cette partie-là, on peut dire que la contre-expertise a quand même le scénario, au moins le scénario de contre-expertise fait en sorte que la vanne donc, globale a diminué très considérablement, ce qui peut entraîner que le risque systémique pourrait être garanti si on se référait à la nouvelle valeur de la vanne. Alors vous avez aussi posé une question sur la puissance publique qui en gagne pas mal. Mais en effet, c'est peut-être une interprétation un peu erronée parce qu'on range dans ce dossier spécifique pour la puissance publique qui n'est pas donc, le gain pour la puissance publique. Par exemple, pour la partie CO2, la partie gain en sécurité, et toute cette partie-là, c'est pour la collectivité en général. Ce n'est pas la puissance publique. Donc, c'est dans cette rubrique, donc, la subvention publique de l'État et des collectivités, ça ne change pas beaucoup. Voilà, donc ça ne change pas beaucoup par rapport au dossier du maître d'ouvrage, tandis que les autres rubriques, c'est pour dans d'autres types de dossiers, on le range pour la population en général. Voilà, ou les populations locales qui bénéficient de la sécurité, de la pollution, donc de la diminution de pollution et de gain de temps. Voilà. Et alors, pour la partie usagers, c'est aussi donc ce qu'on peut dire, c'est que les usagers, ils en gagnent beaucoup en gain de temps et en gain de confort, mais ils doivent payer, puisqu'ils se déplacent un peu plus, ils doivent payer leur voiture, donc les maintenances et les dépréciations, et aussi payer les carburants et les péages, puisque c'est une autoroute à péage. Et donc, ça diminue les gains pour les usagers. Donc, on ne peut pas dire que le gain pour les usagers est réduit, mais ils en gagnent beaucoup, mais ils doivent payer donc aussi. Voilà, donc, voilà ce qu'on peut dire en global, la vanne qui intègre donc, de manière classique les effets donc, liés à une infrastructure de transport sont bien présents, mais
le scénario donc, du maître d'ouvrage était un peu trop optimiste par rapport au scénario de la contre-expertise, qu'on peut dire que c'est beaucoup plus réaliste, mais un peu fragile. Merci pour vos précisions. Il y aura des questions complémentaires. Moi, j'en ai une notamment à laquelle vous n'avez pas forcément trop répondu, donc sur notamment l'analyse que vous faites à la lecture de l'arrêt rendu par le Conseil d'État par la 5e chambre, donc le 5 mars 2021, voilà, qui fait état de la contre-expertise que vous avez évoquée et du bien fondé de l'évaluation socio-économique et qui vient trancher de manière définitive la question, puisque je me permets de vous rappeler que cet arrêt du Conseil d'État, il a autorité de la force jugée. Donc on peut effectivement rediscuter de cette évaluation socio-économique, mais en l'état actuel de notre droit positif, et j'en suis bien désolé, ou pas d'ailleurs, mais en tout état de cause, le Conseil d'État a aujourd'hui tranché cette question. Donc c'est évidemment important qu'on puisse avoir votre avis sur l'arrêt rendu par le Conseil d'État, mais je me permets de rappeler quand même qu'il a autorité de la force jugée et qu'on peut évidemment, et qu'il fait aujourd'hui, et qui vient valider à la suite de cela la déclaration d'utilité publique sur la question notamment de l'évaluation socio-économique. On va suspendre peut-être pour 5 minutes. Voilà, 5-10 minutes, le temps de nous permettre d'aller voter la motion de rejet dans l'hémicycle et de revenir pour que je puisse venir préciser ma question. Merci. Merci.
Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est bon, je pense que oui, ça y est. Nous sommes de retour. Merci, messieurs, encore une nouvelle fois, toutes nos excuses pour ce petit intermède qui nous a permis d'aller voter un texte important, enfin un rejet d'une motion importante dans l'hémicycle. Simplement pour reprendre les propos que je tenais préalablement à la suspension de cette commission. Voilà, vous rappelez, c'est un peu le sens de ma question. Je pense qu'on est obligé de le faire, même si effectivement c'est important pour nous de connaître quelle était la teneur de la contre-expertise que vous avez réalisée sur l'évaluation socio-économique. On est quand même aujourd'hui dans le cadre d'une commission d'enquête sur le montage juridique juridique et économique donc de l'autoroute et financier, voilà, merci, de l'autoroute A69. Mais on a sur la question de ces études préalables, notamment l'évaluation socio-économique, une décision de justice qui a été rendue, comme je le disais, qui est devenue définitive. C'est un arrêt rendu par le Conseil d'État le 5 mars 2021. Et sur un certain nombre de sujets que vous avez évoqués, sur lesquels je vais y revenir, je voudrais vous entendre pour avoir votre sentiment simplement. C'est toujours très compliqué de commenter un arrêt du Conseil d'État, mais malgré tout, peut-être que vous avez envie de le faire, mais simplement pour rappeler à cette commission qu'on est aujourd'hui sur une décision sur ce sujet-là qui a autorité de la force jugée, c'est ce que je me permettais de rappeler. Sur peut-être les solutions alternatives examinées, je me permets de vous repréciser ce qu'a indiqué le Conseil d'État, en précisant que l'étude d'impact comprend une analyse suffisante de la solution alternative examinée par le maître d'ouvrage, consistait en un aménagement sur place de 2 fois 2 voies de la route nationale 126. Elle précise les avantages et les inconvénients de cet aménagement et expose ainsi les raisons pour lesquelles le présent projet a été retenu. Ça, c'est, si vous voulez, par rapport à la question des solutions alternatives. Plus précisément sur les solutions socio-économiques. La question a été évoquée notamment sur l'évaluation du gain de temps. Donc le Conseil d'État dispose dans son attendu que l'évaluation des gains de temps de trajet attendus sur le projet, calculés selon la méthode du véhicule roulant, figurant dans l'instruction du ministre chargé des Transports du 16 juin 2014, et des gains de confort évalués conformément à l'instruction du 23 mai 2007 du ministère chargé des Transports relative aux méthodes d'évaluation socio-économique des investissements routiers et urbains, ainsi que des prévisions de trafic. Si le gain de temps figurant dans l'évaluation socio-économique évaluée à 33 minutes sur le parcours de référence diffère de celui que retient la contre-expertise évaluée à 22 minutes, la différence de 11 minutes dans le temps gagné sur le trajet d'environ 80 km ne peut être regardée comme ayant faussé l'appréciation portée sur l'opportunité économique du projet. Si les requérants ajoutent que les gains de confort figurant dans l'évaluation socio-économique seraient excessifs, ce moyen n'est pas assorti de précision suffisante pour permettre d'en apprécier le bien fondé. Ça, c'est sûr. Peut-être je vous rentre sur la question du gain de temps, sur les prévisions de trafic. Le Conseil d'État aussi s'est également penché sur cette question, en précisant que les prévisions de trafic figurant dans l'évaluation socio-économique seraient, contrairement à ce qui est tenu, seraient évaluées en ce qu'elles ne tiendraient pas compte de la sensibilité du trafic aux prévisions de croissance et au niveau élevé du péage. L'évaluation présente également des scénarios réalisés en tenant compte des réserves émises par le commissaire général de l'investissement sur la sensibilité du trafic au péage, intégrant d'une part un scénario macroéconomique bas et un scénario macroéconomique haut, et d'autre part des calculs de sensibilité du trafic et de la valeur actuelle nette socio-économique du trajet. En outre, et malgré certaines lacunes liées à la prise en compte limitée de la variété des itinéraires des usagers empruntant l'autoroute, l'évaluation socio-économique a pris en compte dans les prévisions de trafic le fait que certains usagers plus sensibles au coût du péage continueront à emprunter le réseau routier secondaire. Je termine sur le fait que, à la lecture de tout cela et sur l'enquête socio-économique, il est précisé le moyen tiré que l'étude socio-économique serait entachée d'inexactitude, omission ou insuffisance, ayant eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou ayant été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative, doit être écarté. Donc on a aujourd'hui, sur les questions qui vous ont été posées par Madame le rapporteur, me semble-t-il, un débat qui a déjà eu lieu de manière contradictoire devant les premiers juges et qui a été tranché de manière définitive par le Conseil d'État. Donc j'aurais voulu peut-être avoir votre sentiment en commentaire de cet arrêt, je m'excuse de vous le dire, mais c'est les éléments dont on dispose pour que vous puissiez éclairer la Commission sur ces aspects. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Alors, sur les gains de temps,
nous avons compris que les écarts proviennent de deux choses, en fait. Du fait que le modèle de trafic était essentiellement calé sur les volumes de déplacement et non pas sur les temps de parcours, et que finalement ces temps de parcours étaient plutôt calculés a posteriori, ce qui pose un problème en soi. Et par ailleurs, on a également identifié que une des raisons des écarts entre l'observé et effectivement les temps de parcours en situation de référence sont liés à des hypothèses de croissance du trafic et donc de croissance de la congestion, notamment à l'entrée de Castres, qui nous ont paru très, très élevées. Alors effectivement, je prends note, et effectivement le Conseil d'État a émis un avis en 2021 sur le sujet. En tant qu'expert dans ce domaine-là, ce que je peux constater, c'est que l'évolution de la congestion telle qu'anticipée par les calculs en 2016 n'a pas été observé, c'est-à-dire que si on compare les niveaux de trafic sur l'axe de la RN actuellement, tant au niveau de la déviation de Puylaurens qu'au niveau de l'entrée de Castres, les niveaux de trafic restent totalement du même ordre de grandeur qu'en 2014. Donc a priori les niveaux de congestion n'évoluent pas. Et du coup, ça vient quelque part confirmer les hypothèses qu'on a proposées à l'époque dans notre scénario alternatif. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les autres éléments de valorisation, notamment les aspects sur le confort et d'autres hypothèses qui sont basées sur des différentes instructions telles qu'elles ont été prises en compte lors des calculs de prévision de trafic à l'époque. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'à l'époque, c'est-à-dire en 2016, on se basait assez fortement sur une instruction datant de 2007, elle-même basée sur des enquêtes et des observations qui étaient encore antérieures, dont certaines qui étaient antérieures à l'année 2000, notamment la méthode de valorisation du confort, qui nous a paru effectivement apporter un biais assez important en termes de valorisation des avantages de l'autoroute. Donc ces biais d'optimisme tels qu'on les a identifiés à l'époque, là encore, en tant qu'expert du domaine, on considère qu'effectivement ils sont toujours présents, voire encore accentués par le fait qu'aujourd'hui les pratiques de mobilité ont sensiblement évolué avec l'arrivée du télétravail, la modification des motifs de déplacement qui sont plus orientés sur les loisirs que sur les déplacements du quotidien, etc. Voilà. Après, cela reste l'avis d'experts. On n'a pas à commenter les avis le rendu du Conseil d'État à ce stade. Je ne sais pas si mes collègues souhaitent compléter. Comme il vous plaira. Pas de commentaires particuliers, Madame la rapporteure? Merci, Monsieur le Président. Alors moi, je vais revenir évidemment sur l'ensemble des sujets que nous venons d'aborder et sur votre rapport que j'ai lu avec grand intérêt. Et je voudrais, alors ça va concerner les uns ou les autres, donc ceux que ça concerne prennent la parole. Donc sur les arguments, moi je suis très interpellée sur les arguments qui ont fondé la raison impérative d'intérêt public majeur, que l'on retrouve dans les dossiers d'engagement de l'État. Donc ça, c'est dans le contrat de concession, donc page 3, je cite toujours mes sources, annexe 14, où on se retrouve avec une notion qui fonde cet intérêt public majeur, qui est repris à la fois par le contrat de concession et qui est repris également par l'arrêté interdépartemental, donc document officiel, arrêté interdépartemental du mois de mars 2023, comme étant un élément et un critère majeur de cet intérêt. Or, comme vous venez de le dire et comme nous l'avait dit la semaine dernière M. Balderelli, cela ne fait pas partie des critères qui sont retenus comme étant des critères fixant la vanne, notamment la vanne SE dont vous avez parlé tout à l'heure.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur la question qui vient d'être abordée, sur évidemment le temps gagné, puisque au regard donc des critères désenclavement, motifs de sécurité publique, développement du bassin Castres-Mazamet et des éléments de nature sociale et économique, moi, il me semble reposer sur aucune étude sérieuse, ou précisément sur des études qui ne reprennent pas les mêmes données ou qui ne fonctionnent pas sur la même méthodologie. Alors, je vais vous citer un exemple et corroborer ce que vous disiez en 2016 et qui se révèle exact, bravo, en 2023. Et on s'en félicite par rapport justement à la circulation et par rapport au trafic, puisqu'on se félicite qu'il y ait moins de véhicules et qu'il y ait donc moins de pollution pour des raisons X ou Y, et notamment, vous l'avez abordé, la question du télétravail, qui évidemment, la crise Covid est passée par là. Et donc, ce que je note, c'est que dans l'arrêté interdépartemental, page 768, qui est un arrêté interdépartemental qui concerne la liaison autoroutière de Verfeil à Castres. Or, j'ai noté que vous aviez noté sur le temps gagné par rapport à l'Union, c'est bien ça, l'Union Castres. Or, là, c'est uniquement Verfeil-Castres. Dans l'arrêté interdépartemental, il est précisé qu'il y a un temps gagné de 25 minutes. Verfeil-Castres, hein, je ne parle pas de l'Union-Castres. Donc, on n'est même pas de Toulouse-Castres. On est juste Verfeil, 53 km. Et dans ces 25 minutes, n'est même pas évoquée la comparaison qui est faite sur 53 km, moins 10 km, qui sont déjà à 110 km/h, c'est-à-dire la déviation Soile puis Laurens, et on fait 25 minutes comme si Soile puis Laurens, aujourd'hui, on ne pouvait rouler qu'à 80, voire 90. Donc, ça n'a même pas été extrait de la méthode pour gagner 25 minutes. Dans le même ordre d'idées, dans le contrat, annexe 14, toujours le contrat de concession qui est Verfeil-Castres, là on nous parle de 35 minutes. Or, c'est l'annexe 14, page 4. Et quand je prends les éléments de la DREAL qui datent de 2009, ils me disent, pour 62 km, là non plus 53, mais 62, donc qui paraît correspondre à plutôt l'Union Castres, même si Toulouse-Castres, c'est en fait aujourd'hui 72 km, eh bien la DREAL nous dit 15 minutes. Et donc on voit bien que sur ce temps gagné, qui a été un des éléments prépondérants pour asseoir la conviction que l'autoroute était une meilleure option que toute autre option, eh bien on est avec des documents qui, à la fois sur le nombre de kilomètres, à la fois sur des documents officiels qui sont la contractualisation de l'État avec la Atosca, ou alors avec un arrêté interdépartemental qui est signé par 2 préfets, on n'est pas ni sur la même méthodologie, ni sur le même nombre de kilomètres, ni également sur le temps gagné, 15, 25, 35. Et donc, il y a de quoi douter, évidemment, de la méthodologie qui est faite et qui est intégrée comme un élément pour calculer la vanne SE. Premier point. Deuxième exemple, sur le développement du bassin. Quand je prends l'arrêté interdépartemental qui, sur cette question du développement, que ce serait un facteur, l'autoroute, un facteur de développement du bassin. Sur l'arrêté interdépartemental, on me parle d'un bassin de vie de 80 646 habitants. Quand je prends le contrat, alors même que l'arrêté interdépartemental fait référence au contrat par rapport à l'article qui le cite, eh bien, le contrat nous parle de 132 000 habitants, annexe 14, page 4. Et on voit bien que de document en document, eh bien, on reprend des données qui ne sont pas les mêmes, qui ne s'assoient sur aucune méthodologie fiable, et donc qui mettent à mal, évidemment, la méthodologie utilisée pour la vanne. Et donc, j'en arrive à la vanne, puisque déjà, vous avez indiqué tout à l'heure que les questions d'intermodalité, de report modaux, ne se sont faites que par rapport entre la nationale et l'autoroute. En aucune façon et à aucun moment donné, mais on va auditionner sur ce sujet-là sur le ferroviaire, n'a été évoquée la possibilité qu'il y ait de l'intermodalité entre un aménagement ferroviaire et une route ou autoroute. Et donc l'évaluation du trafic, donc du coup, perd de son sens puisqu'on ne valorise pas la totalité des intermodalités, y compris du bus, par exemple, puisqu'il y a des liaisons de bus Toulouse-Castres qui sont extrêmement utilisées et à des tarifs préférentiels. Et donc, j'en arrive sur l'évaluation du trafic, qui n'évoque pas du tout l'intermodalité avec le train. Déjà, ça, on l'écarte.
Et pour corroborer ce que vous disiez, eh bien, nous avons fait une petite étude sur le trafic à partir d'un site officiel. Donc, il n'y a pas, les chiffres sont des chiffres qui sont issus du site officiel sur le développementdurable.gouv.fr. Et donc, en 2019, sur le trafic Castres-Mélouchartreuse, on était à 17 692 passages. On est aujourd'hui à 17 431. Donc, exactement ce que vous disiez en 2016, comme quoi il allait y avoir un trafic qui se maintiendrait. On est à moins 1,44. Très bien. Sur la déviation de Soile, on était en trafic à 2019 8 422. Nous sommes aujourd'hui à 6 977, moins 17%. Sur Puy-Lorens, 8 570 en 2019, 7 897, moins 7,85%. Et enfin, total, par rapport à Verfeil, parce que en plus, au niveau du trafic, tout le monde ne fait pas la totalité Castres-Toulouse ou Castres-Verfeil, enfin surtout Castres-Toulouse, mais parfois par petits bouts, puisque c'est en réalité cette RN 126, et donc demain l'autoroute, c'est une autoroute de schéma local. Eh bien, on était à 8 621 Verfeil, et maintenant on est à 8 064, moins 6,46%. Alors, l'écologiste que je suis ne peut que se féliciter de cette diminution du trafic. Mais pour autant, la personne qui siège à la Commission des finances ne peut que s'inquiéter des conséquences que ce trafic va avoir, et cette baisse de trafic, sur le coût du tarif et sur la vanne SE, par exemple. Et en dernier lieu, et je conclurai là pour vous laisser la parole, eh bien, sur la vanne SE, où vous dites que ça fragilise, c'est un dispositif qui est fragilisé du fait des nouveaux calculs que vous avez intégrés dans votre contre-expertise, mais on était dans un scénario pour le dossier DUP à 508, on est passé à 91, mais entre 2016 et le moment du contrat de concession, la subvention d'équilibre est passée de 220 millions à 23 millions. Et donc, ma question, c'est que si vous aviez intégré dans la vanne SE une subvention d'équilibre à 23 millions des collectivités locales, et donc une augmentation pour Atosca de la charge qu'elle aurait à prendre en charge, donc 177 millions supplémentaires, ça l'aurait certainement aggravé encore davantage, la vanne SE. Et est-ce que vous êtes en capacité de me dire, peut-être pas sur le champ, mais de 91, ça serait passé à combien si vous intégriez cette nouvelle donnée dont vous n'aviez pas eu connaissance en 2016, puisque c'est quelque chose qui s'est passé en 2020, qui s'est passé en fait au moment de la signature du contrat et postérieurement. Ouais, moi, je dirais que compte tenu du biais d'optimisme sur les hypothèses de croissance, sur la provision de trafic et sur aussi donc, les péages, c'est que compte tenu de la réalité de l'évolution, le contrat de concession, est-ce que ça va tenir ou pas? Voilà, c'est une question à se poser. Donc, les 23 millions de subventions d'équilibre n'auraient peut-être plus de sens. Nous, en tout cas, dans le cadre du scénario, on n'avait quasiment pas varié la subvention publique d'équilibre donc, dans le dossier. Et tous ces éléments donc, qui ont suivi donc, la contre-expertise de 2016 amèneraient à penser peut-être c'est un dossier encore plus fragile que notre scénario à l'époque, sachant que dans la révision méthodologique, on a aussi, le comité d'experts de France Stratégie du SGPI ont recommandé un nouveau taux d'actualisation qui a donc diminué par rapport au taux qu'on avait utilisé. Cela veut dire peut-être si on appliquait les nouveaux taux, ça augmente la vanne. Donc globalement, on peut difficilement, si on ne faisait pas l'étude, on peut difficilement dire que est-ce que ça aurait été plus faible, 80 millions, ou c'est plus. Donc il y a des éléments qui jouent en faveur d'augmentation de la vanne, mais il y a d'autres qui jouent donc en valeur absolue, donc la vanne SE, notamment sur l'évolution du trafic et du gain de temps. Et c'est vrai, la paradis, donc intermodalité avec le bus et avec le train,
ça n'avait pas été pris en compte dans le dossier du maître d'ouvrage. Et or, ça, donc avec les nouveaux contextes de contraintes de comportement et de l'objectif de neutralité, les habitants donc, ont un nouveau concept, un nouveau comportement. Et donc, si le train marchait bien, oui, surtout les bus, parce que les bus, les autocars Macron sont rentrés depuis. Hein, donc, c'est pour les jeunes. D'ailleurs, même pour la SNCF, on remet les trains lents. Je vous rassure, ça ne concerne pas le Tarn, les bus Macron. Une partie de la population, donc les gens peut-être peuvent prendre le train, ce qui n'était pas pris en compte. Donc c'est difficile de dire. Donc c'est difficile à dire que est-ce que le montant de 91 millions d'euros de la VANES du scénario de la contre-expertise va évoluer plus ou moins. C'est très difficile à dire si on ne faisait pas une vraie étude compte tenu de nouvelles données. Ouais. En tout état de cause, c'est une donnée dont vous éteignez votre micro. En tout état de cause, c'est une donnée dont vous ne disposiez pas à l'époque et qui, si elle était intégrée, ferait évoluer la VANES en tout état de cause. Bien sûr. Hein. Mais est-ce qu'on, dans l'évaluation socio-économique, il y a un pied d'optimisme? Ça, c'est sûr. Juste, si je peux me permettre une petite précision, en fait, dans un bilan socio-économique, la subvention d'équilibre intervient finalement dans un transfert entre différents acteurs, et la différence qu'on va avoir, c'est finalement le volume d'argent public qui va effectivement être mis sur la table, en fait. Hein, et comme effectivement le recours à l'argent public a un coût, on le prend en compte, c'est le coût d'opportunité des fonds publics, et effectivement plus l'argent public est mobilisé, plus effectivement ça vient gréver le poste de l'acteur public. Mais finalement, c'est pas tant la vanne qui va être impliquée par une forte modification de la subvention d'équilibre que le modèle économique de l'exploitant lui-même. Et effectivement, s'il a moins de trafic, il va devoir compenser. Et pour compenser, assez mécaniquement, il va chercher à augmenter les péages. Voilà. Donc c'est plutôt, je dirais, dans son modèle économique que les choses vont jouer. Merci. Peut-être Madame la rapporteure. Oui, alors pour ce qui est de l'augmentation des péages, eh bien naturellement, c'est que le modèle économique, à partir du moment où il est impacté par certaines données qui n'étaient pas disponibles au moment des études, eh bien évidemment, quand on est dans un dispositif de privatisation et donc où ce n'est pas le contribuable qui paie, mais l'usager, bien entendu, ce sont les usagers qui sont redevable du manque à gagner par le concessionnaire. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que nous aborderons ultérieurement, puisque, in fine, et au bout du bout, s'il y a un encadrement par le contrat de concession au niveau de l'augmentation des tarifs, au bout du bout, c'est quand même le contribuable qui paie. Merci Madame la rapporteure. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Hérodi, je vous en prie. Merci. Merci, messieurs, pour vos explications et votre exposé. Au vu des valeurs socio-économiques visiblement surestimées, d'après vos dires, pour être favorable à la 69 et au mode de calcul dépassé, voire tronqué, qui ont donné lieu à une valeur actualisée nette positive biaisée, pensez-vous qu'une saisine de l'IGEDD pour la réalisation d'une expertise actualisée et réalisable serait pertinente serait pertinente pour éclairer les élus locaux, les citoyens sur cette partie-là? Messieurs, pour vos réponses. On est évidemment, je vous le rappelle, dans le cadre d'une procédure contrainte, quand même, malgré tout. Je n'ai pas d'avis sur l'opportunité du recours à l'émission de l'IGEDD, mais il est certain que depuis la réalisation de l'évaluation socio-économique et de la contre-expertise, il y a un certain nombre de choses qui ont changé, qui font, comme on l'a dit, que
la vanne socio-économique pourrait évoluer. Mais ce qui est une difficulté assez générale des projets de transport, hein, il y a souvent un très fort décalage temporel entre la déclaration d'utilité publique, qui est donc postérieure à l'évaluation socio-économique, et la réalisation d'un projet. Donc on voit aussi un peu la limite de la procédure d'évaluation socio-économique qui implique un délai assez important entre l'évaluation et la réalisation des travaux. Donc est-ce que ça s'impose plus dans le cadre de ce projet que de tous les autres projets? Je ne sais pas, mais effectivement la question de l'actualisation du calcul socio-économique peut effectivement se poser. Merci. Allez-y. Peut-être la saisine à l'IGEDD est moins efficace que de demander à un maître d'ouvrage de réaliser une étude, une mise à jour de l'étude. C'est peut-être plus simple. Parce que normalement, enfin, si j'ai compris, la loi, donc le maître d'ouvrage doit réactualiser le dossier si le contexte est complètement changé. Si je peux me permettre, si on faisait droit peut-être à la demande de Madame Hérodi, mais je trouve qu'elle est un peu surprenante parce qu'on est quand même dans le cadre d'une procédure, je vous l'ai dit, un peu contrainte. On est là dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique avec une étude d'impact, voilà, l'évaluation voilà, socio-économique qui a été faite, qui a été tranchée. On va relancer une expertise, on va avoir des contestations, et en fait l'expertise qui sera rendue, peut-être qu'on en aura une définitive dans 5 ans, 6 ans, 7 ans. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est pas raisonnable. À un moment donné, on prend des décisions. Effectivement, on peut peut-être contester. Encore que là, pour le coup, la contre-expertise, elle intervient 2016. Voilà, pour une déclaration d'utilité publique 2018. Bon, voilà, avec l'obligation qu'a le concessionnaire de refaire une évaluation. On n'est pas sur un projet où on a 10 ans qui séparent ces études-là de comment dirais-je, de la prise de la décision d'utilité publique. Mais je crois qu'à un moment donné, quand on est arrivé sur des procédures, elles sont présentes. On ne va pas relancer des procédures pour relancer des procédures qui, de toute façon, à qui on pourra reprocher de toute façon la même ancienneté que tout cela. Mais je crois qu'aujourd'hui, cette question-là, encore une fois, on est dans un cadre procédural qui a été contraint, qui a abouti à une déclaration d'utilité publique, voilà, qui a été validée par le Conseil d'État. Donc aujourd'hui, bon, voilà. Madame Hérodi. Oui, pour rebondir sur ce qui a été dit, sur ce que M. Terlet, ce que vous dites, là, on est en train d'entendre tous les auditionnés qui nous disent que tout aurait été surévalué, surestimé. Donc, quand il y a des erreurs, il me semble qu'on se devrait devoir les corriger, surtout quand là, il s'agit de l'intérêt général et de notre argent public. Bon, c'est juste voilà, mis à part. Et peut-être si M. Béret, vous pouvez me répondre à la question, s'il vous plaît, pour avoir votre avis à vous. Peut-être avant de vous donner la parole, monsieur, je vais répondre à ma collègue, Madame Hérodi. On est des législateurs. Aujourd'hui, on a une procédure, qu'est-ce qu'elle est, avec un arrêt rendu par le Conseil d'État. Voilà, je veux dire, la question que vous évoquez, elle a été tranchée dans le cadre d'une procédure contradictoire où le Conseil d'État a dit que voilà, l'étude d'impact faisait bien le cas des scénarios alternatifs, que sur la question du gain de temps ou sur la prévision du trafic, tout ça a été tranché de manière définitive et ça a abouti à une déclaration d'utilité publique. Donc à un moment donné, on est aussi les législateurs, mais on est aussi voilà, à mon sens, dans l'obligation de considérer qu'il y a des décisions de justice qui nous sont opposables, qu'ils le sont à vous, mais qu'ils le sont voilà, aux législateurs et qu'ils le sont à tout le monde. Voilà, c'est le sens de ce que je voulais dire. Peut-être une précision. En fait, en tant que contre-expert, on est sollicité pour nos compétences techniques et on n'intervient pas du tout sur le champ législatif. En fait, hein. Donc, si effectivement un avis a été donné, dont acte, mais je ne peux pas me prononcer sur l'opportunité et même de la faisabilité, effectivement, de relancer des études à ce stade quand même très très avancé du projet. Oui, il faut bien le préciser, qui est devenu un chantier, puisque nous avons auditionné le concessionnaire qui nous indiquait que c'était 50% des crédits qui avaient déjà été engagés pour la réalisation de l'infrastructure. Madame Hérodi, je ne sais pas si vous avez un complément de question. Par rapport au gain de temps, alors Madame Arrigui en a bien parlé tout à l'heure par rapport aux estimations, aux plusieurs hypothèses.
On parle toujours de Castres, soit la barrière de l'Union ou Verfeil. Pourquoi en fait parce que les Castrés et les Ternais, s'ils vont à Toulouse, c'est pour travailler ou consommer. Donc ils vont jusqu'à Toulouse. Donc pourquoi l'estimation de temps n'a pas été faite jusqu'à Toulouse quand on sait que la barrière de l'Union, c'est une barrière de péage, c'est un goulot d'étranglement. La circulation aux heures de pointe est pas possible. Il y a des bouchons qui feront perdre du temps et même voire pour l'emprunter régulièrement, qui annuleront l'effet soi-disant positif du gain de temps sur la partie étudiée. Alors c'est effectivement un point sur lequel nous avions interrogé la maîtrise d'ouvrage à l'époque, effectivement, notamment pour qu'il nous éclaire sur l'impact du projet d'A69 sur les trafics et donc les temps de parcours sur le réseau structurant autoroutier de l'agglomération toulousaine. Il s'avère que les évolutions il s'avère qu'un bon nombre de personnes aujourd'hui empruntent la partie terminale de cet itinéraire d'ores et déjà, en fait, après avoir emprunté la RN. Et les réponses qui nous ont été apportées montrent qu'effectivement, il y aura une redistribution des itinéraires dans l'accès à Toulouse, mais dans des volumes qui ne seront pas de nature à dégrader fortement les niveaux de trafic sur le réseau structurant de l'agglomération toulousaine. Voilà, donc les problématiques de... Alors je ne rentre pas dans les détails parce qu'effectivement, il semblait qu'au niveau des prévisions de trafic, il y avait également des sous-estimations des temps de parcours dans les parties urbaines, à la fois côté Castres et également côté Toulouse, sur lesquels effectivement on n'a pas eu suffisamment d'éclairage et aussi peut-être de temps lors de la contre-expertise pour vraiment voir les tenants et les aboutissants de ces... de ces sous-estimations des temps. Mais en tout cas, ces problématiques de temps dans les parties urbaines étaient équivalentes en référence et en projet. Donc, comme on est dans un calcul de bilan, de fait, il n'y avait pas d'effet en fait, sur les gains de temps totaux et donc sur la vanne. Dans la modélisation de trafic, donc le temps de parcours global de toutes les origines et destinations est bien, normalement, est bien tenu compte. Mais simplement, c'est le gain de temps sur cette portion d'autoroute-là qui rentre dans le calcul du bilan socio-économique. Mais dans la modélisation de trafic, c'est le temps, bien sûr, de parcours total. Merci messieurs. Madame la rapporteure, peut-être d'autres questions? D'autres questions dans le dos? Oui, moi, parce que à la lecture de votre rapport, en fait, toutes les questions que je vous ai posées et les réponses que vous nous faites corroborent en fait à la fois ce que vous disiez évidemment, mais ça vous n'allez pas vous contredire, parce que les études ont été remarquablement faites, mais également toutes les projections, parce que ça c'était plus difficile de se dire l'évolution qu'il pourrait y avoir et ce que vous avez fait à partir de 2016 qui correspondent à ce qui se passe aujourd'hui. Et donc moi j'aurais une question à vous poser, vous en tant que contre-expert. Est-ce que lorsqu'en 2016 vous avez émis ce rapport qui en fait invalide, je le dis avec mes mots, mais comme ça vous évitera d'avoir à le dire vous-même, invalide les études telles qu'elles ont été faites, que ce soit sur les études de trafic, que ce soit sur le temps gagné, que ce soit sur le plan environnemental ou que ce soit même sur la question de la sécurité, parce qu'on n'en a pas parlé, mais j'aimerais bien qu'on y revienne. Est-ce que vous avez été surpris que l'État s'entête dans ce dossier, y compris les rapports lotis puisque bon, on a quand même un barreau Pau-Langon qui est aujourd'hui déficitaire, et ça avait été dit déjà par les contre-expertises. On a une autoroute Toulouse-Pamiers qui est déficitaire, et ça avait été déjà dit, on ne découvre rien, quoi, en fait, sur la surévaluation et sur les surestimations systématiques qu'il y a depuis des années dans les projets autoroutiers. Ce que vous dites là pour la 69, ça a déjà été dit pour bien d'autres. Et on se retrouve par exemple sur le barreau Pau-Langon avec un tarif qui explose et une autoroute qui est complètement désertée parce que les personnes qui voudraient l'utiliser ne peuvent pas financièrement s'offrir les services d'une autoroute. Et donc c'est le cercle vicieux d'un équipement qui coûte très cher et qui, à la fin,
au moment où, je ne sais pas combien il est, la concession pour Langon, in fine, le concessionnaire, lui, c'est pas il fait ça pour gagner de l'argent, et puis on peut le comprendre. C'est pas un philanthrope, c'est le contribuable qui va payer. Et on a déjà les cas de figure avec les contrats de concession qui avaient été consentis en 2006 et qui vont s'arrêter en 2031, où on va se retrouver exactement la même situation. Donc, est-ce que vous avez été surpris en 2016, parce qu'on n'est pas en 2006, on est en 2016, de ce que, alors même que vous faisiez ces constats-là, l'État s'entête? L'État et le Conseil d'État aussi, alors pour le coup. Oui, bon. Il a validé quand même la position de l'État, en déclarant d'utilité publique le projet. Donc, la décision politique de faire un contrat de concession, c'est une décision politique. Oui. Qui ouvre la question de la déclaration d'utilité publique, qui a donc été validée par le Conseil d'État. Je m'excuse de vous le dire que si, quand même, malgré tout. Évidemment. On peut très bien... Je peux parler. Oui, bien sûr. Tu peux manger. C'est ça, ça marche. On peut très bien prendre une décision politique qui soit juridiquement non condamnée, pour autant que ce soit quand même une décision politique. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Le droit et la décision politique n'ont strictement rien à voir, en l'occurrence. Et là, on est bien sur une décision politique, à l'époque, et qui, malgré les contre-expertises, qui valide tout ce que nous sommes en train de dire là, en 2016. C'est pour ça que moi, j'ai trouvé extrêmement intéressante, parce que vous avez validé à la fois en 2016 et pour l'avenir, c'était quand même un peu plus difficile, exactement tout ce qui est en train de se dérouler. Bon, moi, je pense que collectivement, on commente ni le bien fondé des arrêts du Conseil d'État, ni l'entêtement supposé ou pas de l'État et des décisions qui sont prises. Mais peut-être quand même pour essayer de vous répondre, j'ai envie de dire, l'État, j'allais dire, s'entête ou s'acharne depuis longtemps sur ce projet-là. Et je pense que si on dézoome un petit peu temporellement, ce projet-là, ce besoin, disons, finalement, quelque part, d'augmenter un petit peu la capacité, la sécurisation, etc., elle vient de très loin. Et pendant quand même assez longtemps, enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'avait frappé quand j'avais pris connaissance du dossier, l'État et les collectivités ont essayé d'aménager la RN existante et d'augmenter sa capacité. Ils ont essayé de le faire. Et je pense que, en tout cas, l'historique du projet montre que si on a basculé sur ce nouveau mode concessionné, enfin, je ne sais pas comment il faut le dire, c'est faute d'avoir essentiellement rassemblé l'argent public pour le faire. En tout cas, c'est une décision qui est... Voilà. Donc, et voilà, donc c'est le résultat quand même. Enfin, je pense que c'est important d'avoir cette perspective historique. C'est-à-dire que voilà, c'est quelque chose qui a été fait, et à un moment, il y a eu un constat que l'argent public n'était pas disponible, ou en tout cas n'était pas disposé à le rendre disponible pour réaliser cet aménagement initial qui était celui qui était envisagé depuis la fin des années 80 au début des années 90. Ouais, vous avez tout à fait raison de souligner que effectivement, ça fait très longtemps que les Sud-Tarnais attendent le désenclavement de leur bassin d'emploi, qu'effectivement le scénario de l'aménagement de la route nationale a été envisagé, et que celui de la concession qui a été décidé, mais qui a été validé démocratiquement par l'ensemble des financeurs, que ce soit la région, que ce soit le département, la communauté d'agglomération Castres-Mazamet, la communauté de Soragout, ont toutes de manière démocratique délibéré sur la volonté d'aboutir sur ce projet, cette infrastructure autoroutière. Je pense que c'est aussi également, alors parler d'entêtement, ouais, je pense que c'est un entêtement, mais c'est un entêtement aussi également des élus locaux d'aboutir véritablement sur ce projet qui rétablit, je vous le dis puisque moi j'y habite, une véritable injustice sur la manière dont on considère aujourd'hui ce territoire du sud du Tarn et l'attractivité et les habitants et les personnes qui y habitent. Madame la rapporteure. Oui, alors je vais vous poser la question autrement. Est-ce que sur l'aspect uniquement, je ne vous parle pas d'ordre politique, évidemment, ce n'est pas de votre champ que de vous positionner là-dessus. En tout cas, vous êtes là à titre personnel, ceci étant, vous pourriez très bien exprimer votre conviction sur le sujet. Vous n'engagez personne en le faisant. Est-ce que par rapport aux éléments socio-économiques que vous avez relevés, et donc la fragilité tel que vous nous l'avez dit, notamment par rapport à la vanne SE, ce projet vous paraît être un projet solide, à terme,
pour le contribuable. Je vous laisse répondre et je m'excuse d'être vraiment bref. Et si vous pouvez être bref dans votre réponse, pardon, excusez-moi, parce qu'on doit on a un vote solennel qui intervient dans 5-10 minutes. 5 minutes. Merci. J'aurais pas besoin de 10 minutes. Je vais reprendre en fait les termes de Zhicheng tout à l'heure en indiquant qu'effectivement, une des conclusions de notre contre-expertise, c'est que la vanne restait positive mais fragile et donc exposée à des risques systémiques. C'est-à-dire s'il y a un trou d'air en termes de croissance économique, de comportement ou de tout autre élément de cadrage socio-économique fort, il y a effectivement un risque important pour que la vanne devienne négative. Et donc, concrètement, que les coûts pour la collectivité soient supérieurs aux avantages qu'apporte le projet. Donc là, effectivement, beaucoup de choses ont changé depuis et effectivement, il faudrait refaire le calcul comme ça a été évoqué pour en être sûr. Néanmoins, il n'y a pas d'élément majeur qui permettrait de dire que le projet sort de ce champ de turbulence, si je puis m'exprimer ainsi. Merci messieurs, merci pour vos réponses. Merci d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions et éclairer cette commission d'enquête. Je donc mets un terme à notre commission en vous rappelant que nous avons, monsieur Taillé, une audition demain après-midi. Donc voilà, je vous remercie. Merci, madame la rapporteure, pour un mot. Juste écoutez, je tenais d'abord beaucoup à vous remercier à la fois pour les échanges et puis pour la qualité de nos échanges et puis pour, je le redis, la qualité de vos travaux qui m'ont, que j'ai trouvé remarquables à la fois dans les constats qui sont faits, dans la critique qui est faite par rapport au dossier lui-même, mais par rapport aux prospectives et par rapport au fait que toutes ces prospectives s'avèrent aujourd'hui se dérouler telles que vous les aviez, non pas imaginées, parce que là, ce n'est pas de l'imagination, mais telles que vous les aviez tracées. Et donc, franchement, ce rapport est vraiment remarquable, je tenais à le souligner. Voilà. Et, pas pour l'État, apparemment. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup.